Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez très bien. Bienvenue à ce panel Genre et vulnérabilité dans les contextes migratoires. Je m'appelle Anne Zuns, je suis maître de conférence à l'Université d'Édimbourg et fellow de l'Institut MECAM. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'animer ce panel qui va donc explorer la thématique des vulnérabilités liées au genre dans des contextes d'immigration et de déplacement forcé. Ce panel est organisé par le réseau MADAR et par l'Institut MECAM, et ces deux institutions vont se présenter dans un instant. On est aussi aujourd'hui très bien accueillis par le Centre anthropologique à Sousse. Donc un grand merci aussi au Centre anthropologique et surtout à son directeur, Dr Ramzi Benamarin. Pas perdre de temps, je vais passer la parole à professeure Mariangela Palladino, la directrice du réseau MADAR. Thank you for this. Let me introduce myself briefly. My name is Mariangela Palladino, and I'm a professor in post-colonial and cultural studies at the University of Kiel. As Anne said, I'm the principal investigator of MADAR, and I co-lead this network with Professor Laura Jeffrey at the University of Edinburgh, who's also here in this meeting today. It is a pleasure to have you all here. I just want to say a few words around MADAR, really, and not really take up too much time and space. So MADAR is a large network called Network Plus and is funded by the Global Challenges Research Fund, which is the UK government official development assistance commitment, really is connected to that and is overseen by the Department of Trade, Energy and Industrial Strategy. So MADAR focuses mainly on displacement and protection. And our goal is to bring together social sciences researchers, humanities researchers, creative practitioners, and NGOs. Specifically, we work alongside or across sectors. And we deploy, or we seek to deploy artistic methods, not only to disseminate our results, but also to engage and work with the affected populations. So far, MADAR has commissioned 5 work packages across the Central Maghreb. In fact, our network includes partners from the UK, Morocco, Tunisia, and Algeria. And one of our partners is indeed the University of Sousse, where this event is partially hosted today. So it's nice to see and to have some of the colleagues actually from Sousse here. This webinar today has been really a result of a joint venture between MADAR and MECAM. And it is a great opportunity that we have to share this experience with you all. And I want to specifically mention the role of our chair here, Dr. Anne Zund, because Anne has facilitated really this partnership. And thanks to her fellowship at MECAM, she has enabled the MADAR MECAM partnership and contributed to putting together and developing this event. So we are very, very grateful for Anne for that. We know how demanding it is to put together and weave relationships across countries, cultures, and languages and institutions, especially when we have to work mainly online. So thanks, Anne, for that, and thank you for chairing. Before handing over to my colleague from MECAM, I just want to also take this opportunity to thank our MADAR team in Kiel and in Edinburgh for really making this up, and it takes quite some time and preparation to get an event like that together. So thank you to Laure, to Kay, and to Craig for facilitating and enabling this the logistics of this event. So having said that, I really look forward to hearing the speakers. It's an exciting lineup. Thank you again to everyone, and I'll hand over to Professor Jörg Goethe. Thank you. Thanks, Mariangela. Great pleasure of being here. My name is Jörg Goethe. I'm a professor of economic geography at Leipzig University in Germany, and I'm sort of parallel responsible from the German side for the MECAM institution, which is a research institution between Germany and Tunisia, hosted by the University of Tunis. And we are just starting now, so to speak, and we work with fellow groups under the general title in Tunisia, if you like, Imagining Futures Dealing with Disparity. And obviously, this title is nicely hosting also the debate on gendered vulnerabilities
hosting also, if you like, or framing also the idea of the border studies initiatives you are hearing about today and the discussion. And I'm, so to speak, proud of the work of Wael and of Anne and everybody else involved from the MECAM side and from all the other sides in bringing their efforts together to have this joint meeting in a sort of a joint seminar on the ground and via, so to speak, online, via via the net, which we are used to since 1.5 years now. But I think that this hybrid organizations and institutions will be the future in a way, and I hope that we can contribute as much as we can to sharpen the outcome and the picture of what we are looking forward to understand about vulnerabilities, insecurities, young people, and all their affiliates, which nicely link back to my research, which is focusing on the relation between insecurity on the one hand side and vulnerability on the other side, and also about uncertainty relating to the future and back to young people and their hopes and their despairs they have. So I stop here and wish you all the best for the coming minutes and hours, and I cross fingers that the institution has a very good start. Thank you. Ok, ben merci beaucoup Marie-Angela et merci Jörg, et bienvenue encore une fois à ce panel portant sur le lien entre les vulnérabilités et le genre. Dans l'organisation de ce webinaire, de ce panel, on a été guidé par 3 questions. La première question était: comment le genre affecte-t-il des parcours de migration? Est-ce que les femmes migrent différemment que les hommes? La deuxième question, c'était: la pandémie du Covid a-t-elle eu des conséquences sur les expériences genrées de la migration et des déplacements forcés? Et la troisième question: comment la vulnérabilité est-elle liée au genre? Et vice-versa, comment le genre est-il construit par rapport à des expériences de vulnérabilité? Donc, si vous me permettez, je voulais juste commencer avec 2 petites remarques sur ce lien entre les vulnérabilités et le genre. Donc, première chose, quand nous disons genre dans ce panel, nous ne disons pas juste femme. On s'intéresse également aux expériences des hommes et aux expériences genrées au-delà du binaire. Ceci est important parce qu'on entend souvent que les personnes les plus vulnérables dans les conflits ou dans les migrations, ce sont les femmes et les enfants, alors que les hommes aussi peuvent devenir vulnérables. Donc, ce qui nous importe aujourd'hui dans ce panel, c'est de comprendre à quel point ces expériences de vulnérabilité sont structurées par le genre. Deuxième point, nous ne traitons pas la vulnérabilité comme une caractéristique naturelle de certains groupes de personnes. C'est-à-dire, ce n'est pas toujours les femmes et les enfants peut-être qui sont des victimes, et ce n'est pas toujours les hommes qui sont des agents de violence. Au contraire, ce que nous voulons faire aujourd'hui dans ce panel, c'est de traiter la vulnérabilité comme le résultat de processus politiques et socio-économiques. C'est-à-dire, nous nous intéressons aux politiques migratoires et à leurs effets, parce que c'est les politiques migratoires qui produisent les migrants vulnérables et les réfugiés vulnérables. Et enfin, ce qu'il faut comprendre quand je parle d'effets de politique migratoire, c'est que ces effets ne sont pas statiques, c'est des effets dynamiques. C'est-à-dire, ces vulnérabilités peuvent changer au fil du temps et parfois, les migrants acquièrent aussi de nouveaux privilèges ou de nouveaux rôles politiques et sociaux. Et c'est ça dont Wael va nous en parler un peu dans sa présentation à lui. Donc là, avec ces idées, premières idées sur le lien entre le genre et les vulnérabilités en tête, j'ai le plaisir de vous annoncer nos premières intervenantes. Nous avons avec nous en ligne et ici à Sousse, Madame Imen Awani, coordonnatrice du projet Tunisie Katmi au Centre sur la migration mixte en Afrique du Nord, où Madame Imen gère un réseau d'enquêteurs sur le terrain le long des routes migratoires fréquemment utilisées en Tunisie. Imen, dans le Centre sur la migration mixte, Imen agit aussi comme point focal pour la mise en place d'une architecture de collecte de données au Soudan. Elle a rejoint le Centre sur la migration mixte en 2017, après avoir travaillé avec la Banque africaine du développement en tant qu'assistante de recherche. Imen est titulaire d'une maîtrise en gestion commerciale et économique de l'Institut agronomique méditerranéen de la Canée en Grèce et d'une licence en économie rurale de l'École supérieure d'agriculture en Mograne ici en Tunisie.
Et la présentation qu'Imen va nous donner maintenant est issue d'un projet avec Madame Ayla Bonfiglio, qui se rejoint à nous en ligne. Ayla est la coordinatrice régionale du Centre sur la migration mixte en Afrique du Nord. Elle a obtenu une maîtrise en migration forcée en 2010 à l'Université d'Oxford. Et au cours de ces 10 dernières années, elle a travaillé sur les questions de migration forcée et de mobilité. Elle a voyagé énormément, elle a travaillé, mené des recherches au Kenya, au Rwanda, en Afrique du Sud, au Soudan, en Tunisie et en Ouganda. Donc, the floor is yours, Imen et Ayla. If I may, I can take the microphone first while Imen is setting up the PowerPoint. Thank you very much, Anne-Christine, for the kind introduction. I would just, before kicking it off to Imen, like to briefly introduce MMC and the work. The Mixed Migration Center is a research center that sits within the Danish Refugee Council. So while our research is fully independent, we do have this overarching mission to positively impact global, regional, country level migration policies, to contribute to humanitarian and development programming, particularly protection programming for people on the move, and to just more generally nuance the debate on mixed migration. The other point I'd like to make is that our flagship data collection project, which Imen overseas in Tunisia, does provide us with the opportunity, and I think a unique component to the panel, because we're coming at this more from a quantitative perspective. We do qualitative work, but the data that we'll present today is largely quantitative, and so we have a bit of an empirical basis to lend to the broader discussions, and in particular, I mean, the overall topic of the seminar today aligns a lot with our work, because we do have a major focus on vulnerability and COVID, and so with that, you've already introduced Imen, so I'd like to pass over the mic to her, and thanks very much. Merci Ayla, merci Madar pour l'invitation. Je me présente encore une fois, je suis Imen Aouini, la coordinatrice de projet au sein du Centre de migration mixte. Comme Ayla a mentionné, on est un centre de recherche situé à l'Afrique du Nord. On travaille pour le moment sur 3 pays, le Soudan, la Tunisie et la Libye. On est en Tunisie depuis 2019 et en fait, on fait la collecte de données à travers une enquête quantitative. Cette collecte de données se fait sur différentes régions en Tunisie. Donc, on est présent à Tunis, Sfax, Mednin, Sousa, et on est récemment présent à Gafsa pour bien comprendre le mouvement migratoire entre l'Algérie et la Tunisie. J'étais en train de dire qu'on est présent en Tunisie depuis 2019. On est présent sur Tunis, Sfax, Sousa, Mednin et récemment à Gafsa. On fait en fait la collecte de données quantitatives à travers une enquête Foramai. On a des collecteurs de données qu'on les appelle énumérateurs. Ils sont eux-mêmes des migrants et réfugiés en Tunisie. Donc, cette enquête, enfin, demande des questions à propos le profil des migrants et réfugiés en Tunisie, les routes qu'ils ont pris, les motivations des départs, les incidents de protection tout au long du route, les enfants et leurs besoins, l'assistance aussi tout au long du voyage, l'utilisation des passeurs, le financement du voyage, l'accès à l'information et généralement l'expérience migratoire. Donc, on s'est basé sur cette enquête pour faire la collecte de 1956 questionnaires auprès des réfugiés et migrants en Tunisie entre février et octobre 2021. Cet échantillon, enfin, était 33% de cet échantillon étaient femmes migrantes et 67% étaient des hommes. Et pour les nationalités, les top nationalités, on voit les nationalités ivoiriennes suivies par le Soudan et Cameroun.
Donc, à travers ce questionnaire, on a pu mettre l'accent sur la vulnérabilité des femmes migrantes. Et pour mieux comprendre ce phénomène, on s'est basé sur deux données. La première donnée, c'était les incidents de protection tout au long du voyage. Et comme le graphe le montre, les femmes ont réclamé, étaient victimes de surtout exploitation sexuelle avec un pourcentage de 35%, et aussi on était victime de vol avec un pourcentage de 39%. La deuxième donnée pour parler de la vulnérabilité, c'était en fait l'impact du Covid sur les femmes migrantes en Tunisie. Donc, pour faire ces analyses, on s'est basé cette fois sur une recherche qualitative où on a demandé aux femmes de mentionner et de parler de l'impact du Covid sur leur vie et expérience migratoire. Donc, elles ont bien révélé que pour traverser les borders et continuer leur voyage, ce n'était pas du tout évident et facile. Et aussi, elles ont mentionné que les risques et les incidents de protection ont augmenté tout au long de la pandémie. Ça, c'était tout au long du voyage. Et ces voyages s'est passé de deux façons différentes. Il y a les initiatives individuelles, ça veut dire les migrants qui prennent des vols directs vers la Tunisie, mais on parle aussi d'un appel à un passeur. Et comme le graphe le présente, 52% des femmes dans notre échantillon ont fait appel à un passeur pour traverser les frontières. Ces passeurs étaient essentiellement pour les femmes des service providers. Donc, elles ont donné elles ont facilité le transfert d'argent. Aussi, ils ont facilité la documentation. Ils ont donné aussi des opportunités, des fake opportunités de travail pour les femmes, ainsi bien que l'hébergement et les nécessités de vie comme l'eau, l'alimentation et les médicaments. Une fois en Tunisie, ces femmes migrantes vont demander l'aide et elles vont mettre en ligne surtout deux types d'assistance qu'elles sont en train de chercher. Le premier type d'assistance, c'est bien évidemment l'assistance médicale, parce que pour les femmes, surtout subsahariennes, la route en commençant de leur pays de départ, en passant par l'Afrique de l'Est ou Ouest et par la Libye jusqu'à la Tunisie, c'est pas du tout une route facile. C'était très difficile de faire le parcours migratoire. Donc, ils ont besoin de l'assistance médicale pour soigner leurs blessures et aussi, elles ont besoin d'une assistance psychologique pour traiter le traumatisme qu'elles ont vécu. Pour le deuxième type d'assistance demandée, c'est bel et bien un endroit très sécurisé pour elles-mêmes et pour leurs enfants, ainsi que faciliter l'accès aux hôpitaux et les institutions et les écoles pour les enfants. On peut se demander maintenant par rapport à la situation économique de ces femmes migrantes en Tunisie. Donc, une autre étude quantitative et qualitative qui a été faite en collaboration avec HBS a bien mis sous lumière que les femmes migrantes en Tunisie déclarent la possibilité de travailler dans des domaines vraiment très limités, comme le travail domestique et le travail dans les cafés et les restaurants. On a un témoignage d'une femme migrante à Midni qui a demandé de travailler dans les domaines de construction et des domaines vraiment qui demandent beaucoup d'énergie, mais elle n'a pas toujours pu avoir accès à ce type de travail. Thank you, Iman. Just going back to this last slide, the real key message here is that women are participating in particular sectors, and these sectors are service sectors, their domestic work, their cafes, their restaurants, and those were the sectors that were the most hit by COVID. And so their labor market participation was severely impacted by the pandemic. And so in that way, they experienced challenges that were different from their male counterparts. And the anecdote that Iman shared was really to illustrate that
in the event that some respondents attempted to switch sectors to construction, they were blocked because of the perception that they would not be able to do that kind of work. And so there's also the discrimination component there, or more of a perceptions component that has to be dealt with. So I think that's one of the key messages to really highlight in terms of the impact related to COVID-19. And in terms of vulnerabilities, I think what is really clear from our data is that overall, while men tended to experience protection violations like physical abuse, theft, and robbery, women overwhelmingly experienced sexual violence. So there is, from a vulnerability or protection violation perspective, a strong difference here. And then finally, in terms of the way people moved, I think that the main takeaway from Imen's slide relating to smugglers is that men are more often reporting using smugglers, at least for the respondents that we interviewed. And that suggests that maybe their journeys are in fact quite different. And we know because of Tunisia's visa-free entry policy, there's the opportunity to fly to the country. And so that we do see in our data set more of safer journeys that women might be taking in that regard, which could explain some of the differences that we see. So that's a bit of a wrap up in terms of protection, journeys, and COVID impacts. And I'll turn it back over to Anne. Thank you. Ok, bah merci beaucoup Ella et Imen pour cette présentation fascinante. Là, vous nous avez parlé des expériences genrées des femmes migrantes qui arrivent en Tunisie. Et là, il y a mon cher collègue Wael Garnaoui qui va enchaîner avec une présentation sur les expériences genrées des migrants qui quittent la Tunisie, mais aussi de leur famille qui restent derrière. Et là, vous allez voir que, comme j'ai dit au début, des oppositions binaires comme homme-femme, ça ne nous explique pas grand-chose parce que, comme elle va vous dire, souvent la migration, c'est un projet familial qui implique aussi bien les hommes et les femmes et parfois plusieurs générations de la même famille ou du même groupe. Donc là, je vais juste présenter Wael vite fait. Wael est chercheur au post-doctorant au centre à l'Institut MECAM et l'Université de Leipzig. Il est psychologue clinicien titulaire d'une maîtrise en sciences politiques de l'Université Paris-Dauphine et il vient de soutenir sa thèse en psychanalyse et psychopathologie intitulée « Haraga et désir d'Occident au temps du djihad, frontières et subjectivité migrante des jeunes Tunisiens » à l'Université de Paris. Donc voilà un titre fascinant. Et il faut dire aussi que Wael vient d'établir un nouveau groupe de recherche ici à l'Université de Sousse, un groupe de recherche qui va porter sur l'étude des borders, l'étude des frontières, et qui va renverser le regard qu'on jette sur le Sud parce qu'il sera basé ici dans une grande université du Global South. Donc voilà, Wael, c'est ton tour. Donc, voilà, je vais montrer un peu le terrain de ma recherche et après, je vais me concentrer sur la politique migratoire et comment la façon dans laquelle elle touche en même temps les jeunes hommes tunisiens, la masculinité, et en même temps, elle touche les autres membres de la famille et notamment les mères et les frères, les sœurs du Harag. Donc là, c'est comme vous voyez, en fait, c'est la traversée de la Tunisie vers l'Europe des Haraga. Et là, je vais commencer par une vidéo pour montrer la joie des mamans quand leurs enfants, ils traversent la Méditerranée. Donc ici, ce sont les mères qui chantent une chanson, c'était au sud de la Tunisie, quand leurs enfants ils sont arrivés en Europe et ils disent que nos enfants, ils ont réussi à arriver en Europe sans papier, sans visa, sans rien. Ils ont pu transgresser les politiques migratoires et atteindre ce monde un peu le paradis occidental. Donc en même temps, au contraire de ça, donc, il y a un grand problème en Tunisie que les jeunes ils n'arrivent pas à rejoindre l'Europe normalement, ils ne peuvent pas avoir le visa.
suite à l'interdiction de la liberté de circulation. Donc, comme vous savez, il y a les frontières. Et en 2012, donc le projet, moi j'ai commencé mon terrain pendant mon master auprès des familles. J'ai voulu comprendre pourquoi les jeunes Tunisiens, ils traversent la mer clandestinement, ils sont prêts à mourir pour arriver au paradis occidental. Donc, et là, j'ai rencontré par hasard, on a rencontré dans un séminaire les familles des disparus et on s'est présenté en tant que psychologue. Ils sont venus vers nous à la fin du séminaire. Ils ont dit, voilà, docteur, on a besoin de l'aide et tout. On n'arrive pas à dormir. On n'a plus de vie après la disparition de nos fils parce que donc en 2012 il y avait un grand flux migratoire vers l'Europe et on a vu un grand nombre de disparus dans la mer. Donc, quand vous voyez ici les photos des morts en Italie, mais aussi il y a la question des disparitions dans les centres de rétention, etc. Donc, et du coup, les mamans des disparus, quand on a commencé un projet de prise en charge clinique de ces mamans dans le cadre de l'association psychologues cliniciens solidaires qu'on a créée, donc la plupart des mères, ils disent qu'on a une relation, que mon fils qui a traversé, c'est le meilleur, c'est le plus intelligent, c'est vraiment mon fils le plus proche de moi. Donc, j'ai commencé à faire un master sur la question, sur le lien psychanalytique, mais en même temps anthropologique entre la mère et son fils. Et j'ai, par exemple, écrit dans un article « Traverser la mer pour satisfaire la mère ». Donc, ses enfants, ses fils, ils traversent la mer pour satisfaire la mère. Donc, pendant cette période, en 2012, puisqu'il y avait la liberté en Tunisie et après la Révolution, donc ces mamans, ils ont commencé à se mobiliser, à faire des manifestations au centre-ville de Tunis, à l'avenue Habib Bourguiba. Il y a des mamans qui ont passé à l'acte, qui ont fait des tentatives de suicide dans le ministère des Affaires étrangères, qui s'occupe dans le service qui s'occupe des migrants en Tunisie et tout. Donc, et beaucoup des mamans, donc, ils se sont organisées dans une association qui s'appelle Terre pour tous. Et ça nous rappelle des mères des disparus de Place de Maille en Argentine. Donc, pendant la clinique, on a remarqué quelque chose qui est très intéressant, qui impacte parce qu'en fait, les mères, ils sont responsabilisés. Il y a un discours qui dit, mais pourquoi ces enfants, ils sont partis? Parce que c'est leur mère qu'ils ont vendu leur argent, leur or ou ce qu'ils ont de la terre pour que leurs enfants partent. Donc, et ces mères, ils sont vraiment devenues victimes de cette politique migratoire dans le sens où elles ont subi, par exemple, on a vu dans les consultations cliniques qu'on a fait, donc on a trouvé plusieurs membres des familles et de disparus une symptomatologie qui ressemble beaucoup aux états de stress post-traumatique avec un syndrome de reviviscence et d'évitement, comme par exemple les symptômes qu'on a vus. Donc, l'évitement de toute situation susceptible de rappeler la mer et la mort par noyade, aller à la plage par exemple, voir la mer, même à la télévision, manger du poisson. Donc, c'est devenu manger du poisson. Donc, il y a des mamans qui ne mangent plus des poissons parce que pour eux, les poissons, ils ont mangé leurs enfants. Donc, la mer ou le contact avec l'eau est devenu un contact très vulnérable, très traumatique. Donc, chez certaines personnes, la seule vue d'un poisson est susceptible de déclencher une attaque de panique. D'autres évitent même de prendre un bain et ne supportent plus l'idée de plonger la tête dans l'eau, sous l'eau. Donc, il y a aussi un évitement de toute situation ou événement susceptible de rappeler l'absence du disparu, comme les réunions de famille, les dîners en famille et les jours de fête tels que l'Aïd ou le Ramadan. Donc, par exemple, il y a beaucoup des mères jusqu'à maintenant. J'ai regardé un documentaire. Ces mêmes mères, ils attendent leurs enfants depuis 11 ans. Ils disent qu'on a besoin de la vérité et même s'ils sont morts, on veut le savoir parce qu'on n'arrive pas à dormir. Chaque fois que quelqu'un tape la porte à la maison, ils pensaient que c'est l'enfant qui est venu. En fait, ça, on appelle ça en psychologie clinique, c'est un deuil compliqué ou pathologique. Donc, ils n'arrivent pas à résoudre leur deuil et à enterrer leurs enfants. Ils ne sont pas sûrs que leurs enfants sont morts.
Donc, de l'autre côté, il y a aussi des symptômes de rumination anxieuse alimentés par une culpabilité consciente. Pire que toute situation réelle de reviviscence, car la première explosion traumatique consécutive à la disparition cède la place à un tableau imaginaire. L'esprit de l'endeuillé devient le lieu même de la disparition, le théâtre cruel d'une perte inlassable figurée. Donc, seuls les parents et les enfants sont responsabilisés dans les devenirs tragiques qui se manifestent dans la mort et la disparition. Donc, il n'y a aucune responsabilité plurielle parce qu'en fait, c'est pas ces familles, ils se trouvent plus vulnérabilisées parce qu'ils pensaient, toute la société, elle les condamne, c'est eux la responsable de l'éducation de leurs enfants. Ils ne mettent pas en cause une politique migratoire qui empêche des jeunes à partir, ces jeunes qui souffrent aussi d'un traumatisme d'immobilité parce qu'ils sont sûrs qu'ils ne vont jamais quitter la Tunisie, ils vont passer leur vie là-bas. Donc, il y a aussi de l'autre côté, par exemple, cette fermeture des frontières ou cette disparition, elle a impacté les frères et sœurs aussi. Par exemple, des frères qui ne peuvent plus vivre dans la maison parce qu'il n'y a que la tristesse, la mélancolie donc à la maison et que la vie est devenue très difficile dans la maison parce que les mamans, ils n'acceptent pas la disparition de leur... Donc, toute la famille vit un deuil permanent, en fait, depuis la disparition de leur fils. Donc, sur les 15 personnes que nous avons pu suivre durant notre prise en charge, nous avons rencontré aussi que 2 pères. Donc, il n'y avait que 2 pères. On remarque ici sur les photos l'absence des pères. Il y a très peu de pères. Donc, cela ne veut pas dire que les autres pères ne souffraient pas de la disparition de leur fils, mais plutôt qu'ils évitaient d'en parler ou d'être confrontés à ce qui pourrait réactiver le traumatisme de la perte, en fait. Donc, nous avons su aussi à travers les mères que certains pères culpabilisent en s'auto-accusant d'être responsables de la disparition du fils, alors que d'autres accusaient leurs épouses de leur faire porter toute la responsabilité. Donc ici, en fait, les pères, ils pensaient, ils interprètent ça de façon un peu oedipienne, c'est parce que la plupart des jeunes qui partent ou certains jeunes qui partent, ils étaient en conflit avec leur père. Un conflit avec leur père, ça veut dire avec l'autorité. Oui, donc il y a des mamans, en fait, des disparus qui se sont engagés dans des associations politiques et dans des réseaux alternatifs avec des militants européens et qu'ils ont réussi à aller en Europe. Et il y a une maman qui m'a dit, par exemple, je veux mourir pour éteindre le feu qui brûle dans mon cœur. Donc, il y a aussi des mamans qui ont traversé la mer clandestinement. Elle a dit, je veux toucher la terre où mon fils il a disparu. Donc, et il y a d'autres mamans, à l'aide du gouvernement, ils sont partis en Italie pour chercher leurs enfants en Italie et ils sont restés là-bas. Donc là, ce qu'on comprend, c'est que le désir de partir, il n'est pas juste un désir masculin ou porté par les hommes, mais aussi les mamans, ils sont frustrés du fait que eux aussi, leurs enfants, ils ne peuvent pas partir, ils ne peuvent pas être libres parce qu'on sait que le devenir femme, c'est le devenir homme aussi, pour citer Gilles Deleuze. Donc, si on veut libérer les hommes, on doit libérer les femmes parce que le devenir, il est toujours féminin. Donc, ils sont restés là-bas, ils n'ont pas voulu revenir entrer en Tunisie. Donc, merci beaucoup, Wael. Jusqu'à maintenant, Imen, Ella et Wael nous ont tous parlé de personnes en mouvement, de gens qui bougent, les migrants qui essaient d'arriver en Tunisie, les personnes qui essaient de traverser la Méditerranée. Vous allez voir dans la dernière présentation pour aujourd'hui que les vulnérabilités genrées qu'on a vues jusqu'à maintenant, qu'elles ne disparaissent pas dès que la personne a traversé la Méditerranée, qu'en fait, parfois, ces vulnérabilités s'aggravent dès que la personne arrive à leur destination finale. Donc là, j'ai le grand plaisir d'accueillir avec nous en ligne le professeur Leila Hadjabout, professeure assistante au Centre de politique migratoire à l'Institut universitaire européen. Elle a aussi un poste de maître de conférence à l'Université de Vienne. Et professeur Leila Hadjabout est une spécialiste de la migration, des politiques migratoires au sein de l'Union européenne et en Autriche notamment. Donc là, Leila, the floor is yours.
Thanks so much, Catherine, and let me first thank you for the invitation. It's a real honor for me to learn from all of you, and so I really enjoyed listening, and thanks again. And I want a little bit, as you already said, to focus on the European Union, and I think it's also a good summary of the empirical findings my colleagues now presented. Since, as you said, there is a continuum and which reflects also the violence during the migrant journey and the production. So I just wanted to state basically the obvious again and summarize, but what is often forgotten, and I think this was very nicely emphasized by my colleagues now, that migration is gendered from the beginning to the end. That coming from drivers, facilitators and barriers of migration, and then the migrant experience, of course, during the journey. And I want to focus a little bit post-arrival in countries of reception. And I think here I really want to highlight that females tend to have fewer options for regular migration, and also, as was already mentioned also by my colleagues, but this is also true at the end of the migrant journey, so to say, often work also in less visible sectors in the countries of reception, which then undermines the rights. But I also want to say, focus on the positive, and also this was very nice in Wales, also presentation, when he highlighted also the positive aspects and the celebratory aspects, that migration can be and can empower women and raise autonomy and status. But often also, as we have seen also by the first presentation, often it can also and does exacerbate risks and vulnerabilities. And here, that's why migration governance matters. And when we look at the European Union, I think it's first, I think what I also want to highlight is also in the European Union and the member states, we have lots of gendered ideas about migration, which then foster also dynamics of exclusion. So often really the idea about the migrant is very male, associated with the male migrant up to today. And this often also legitimizes exclusion. The male migrant, so to say, which is framed or narrated as a threat and attributed agency also often exclusively to the male migrants. But at the same time, and this we also see in the European Union, we still have too little gender sensitivity and awareness, especially when it comes to policy implementation to foster inclusion. And I also wanted to say that these binary perceptions of this male agency often then lead on the other side to this invisibility of women in the discourses, in the debates, which also translates in data. And here I want to quote one report by the FEM committee, where a WHO official says the data are very silent when it comes to refugee and asylum-seeking women. And I think that's really a truth, that we lack still gender disaggregated data. And I think this is why the research, like by the Mixed Migration Center, but also by WILE, is so important to focus on this underexplored issue. To come really to migration governance and to the European Union, I want to highlight that we see restrictive policy trends in two domains. So not everywhere in all domains we see restriction, but in the past decades we can see restriction in two domains, and this is clearly when it comes to border policies and when it comes to return policies. Here we see a restriction all across the member states, and this is really where vulnerability is produced. I mean, now those of you who follow also the debates and tragic events at the Polish-Belarusian borders, it's really also production of this extraterritorialization, this policy by the European Union and member states, really to prevent migration in the first place,
or once it has happened, to deter it. And this lack of safe and legal pathways has engendered impact. We shouldn't forget, first, also, it reduces options for women to migrate. And I just wanted to make you aware of a very simple number, that when we look at first-time asylum applications in the European Union last year, for instance, we could see that nearly 64% were men and 36% were women. But then when we look at the global numbers, half of forced migrants are female. So also we see that there is like some kind of correlation, at least, that this lack of legal pathways really also targets specifically women. So, and of course, that what all my colleagues have brilliantly spoken and emphasized now, that this lack of legal pathways makes the migrant journeys more dangerous, and has, of course, these gendered implications. We saw the numbers now from Tunisia. Just wanted to make sure you can hear me well, right? Christine? Yes, perfectly. Yes. Okay, thank you. So the risk of sexual exploitation and sex also is a bargaining chip, not only with facilitators of migration, you mentioned the smugglers now, but also with state officials. So it's really, this really make the production of vulnerability when it comes to the journey. But then also when we think of access to asylum, here basically the policies have become over the past decades more inclusive, because we have a recognition more and more of gender-related forms of persecution. We have a gender-sensitive interpretation of the Refugee Convention grounds according to international human rights laws and conventions. And we also see this translated in the Common European Asylum System and Framework. But this does not mean that it's necessarily translated in outcomes. Often we also see a lack of implementation and differences across EU member states. So I just wanted to highlight the most important ones that we find in the literature. Is really the gender-based persecution. It's much harder here to provide documentary evidence, right? If like people, like women flee or other gender-based persecution grounds, here to provide evidence is rather hard, and can foster then also culture of disbelief. Country of origin reports, which are very important when determining asylum status, here often the gender dimension is still limited. Female interviewers, which are crucial, especially when it comes to sexual violence and gender-based violence. Here they could be requested, but either there is a kind of hesitance to request, or even if they are requested, they are not always available. Another very obvious point, but still, the availability of childcare during the interviews. Also what you say in front of children or not, and this is also an issue states are still grappling with. The same is for post-interviewee counseling for people who had traumatic experiences like sexual violence. And I think we still lack a broad understanding of trauma and its effects. It has implication, of course, for the coherence of asylum narratives that are crucial to get asylum, but also it has effects on those who interview, because what we know that there is culture of disbelief can also be a coping mechanism when confronted with traumatic experiences of people who are fleeing. And Christine mentioned in the beginning really this continuum of violence, and also including these more invisible or more slow forms of violence, which is also waiting and uncertainty during the asylum procedures, which we know from many studies that this leads to increased levels of post-traumatic stress syndromes,
especially also with victims of gender-based and sexual violence. And we spoke about COVID, and here also newer studies clearly show that, of course, the self-isolation following the COVID-19 outbreaks in Europe reinforced uncertainty and anxiety. Another thing which is often overlooked is the underreporting of sexual violence. And here also, when you think that refugee accommodation in Europe in many member states are often in isolated places to prevent integration in the first place, not to give any grounds then that people can stay. But this again has effects, gendered effects, because in order to be able to disclose, you need relations of trust and social networks that matter to speak about violent experiences and to be able also to narrate them in terms of your asylum process. And as a last point, I just wanted to mention also more on the individual of or family and household level. Also here we see a reinforcement of dependencies and violent experiences. For instance, when you think of spousal visas for partners of recognized refugees, which can reinforce dependency on partners. Of course, what was also very often debated in the literature is the loss of status by men as a result of asylum processes, which increases domestic violence. And I think all of us, we know that especially during COVID-19, also this domestic violence has increased a lot. Unstable, unsafe housing conditions. I myself have worked in the refugee sector. So here what we could observe, for instance, also from Austria, that often you couldn't even lock your rooms, right? So also this unsecure housing and accommodation situation, of course, increases then also sexual violence. And irregularization, which leads in many cases to destitution at the end of an asylum process, then newly increases vulnerability. So this intersection of the migrant irregularity status then is particularly also then impactful. And also the speakers before spoke again about labor market integration, and here I think we can speak also of a certain economic violence because of precarious conditions or even the prohibition to work during the asylum process, but also harder labor market integration once refugees are already recognized. This is especially true for women here because of multiple barriers, but also like care responsibilities, of course, that the labor market integration is harder. So as we know from studies from Europe, that experience with violence can be nearly 7 times as high for female migrants and refugees as within a native female population. So, and here I already come to an end and really again focus where I started, that also governance matters, but it can matter also in a positive direction. And I want to stress again that migration can enhance the autonomy and status of women and other minorities. So really, and what Anne-Christine said in the beginning, I think we all should keep in mind that vulnerability is not natural. It is produced through relations of power and shaped by governance. So it always can be also undone. Merci mille fois Léla pour cette présentation fascinante et merci à tous les 4 intervenants et intervenantes pour la présentation. Je crois que là, on a pris une bonne idée de comme quoi les vulnérabilités genrées persistent, se transforment tout au long des parcours migratoires et comme Léla vient de nous rappeler, il ne faut pas juste étudier les vulnérabilités par rapport au genre parce qu'en fin de compte, elles ont le produit non seulement de politique migratoire, mais aussi de politique économique, d'insertion économique, politique sociale dans les pays de départ, les pays de transit et les pays de destination. Comme Vaël a dit ce matin dans l'autre séminaire, le plus important, ce n'est pas les barrières technologiques, c'est aussi pas les barrières linguistiques. Le plus important,
c'est le partage des idées. Et dans ce bel esprit, je vous souhaite tous un très bon après-midi et à la prochaine fois.